Monsieur Jacqueline Tigna, bonjour. Vous êtes le directeur général de KPMG. Quelles sont, selon vous, les priorités financières, des directions financières du moment aujourd'hui? Quelles sont leurs priorités? Écoutez, il y a des priorités qui sont stables. La première, bien évidemment, c'est la fiabilité des comptes. Une direction financière se doit de contribuer à produire des comptes qui soient justes, qui soient exacts, qui soient le plus possible, bien évidemment, la reflet de la situation financière de l'entreprise. La deuxième priorité, c'est d'établir ces comptes dans le délai le plus optimum possible, c'est-à-dire dans le délai le plus court entre la date de clôture du bilan et la production des comptes. Bien évidemment, plus on est dans un timing rapproché, plus les décisions éventuelles qui résultent de l'analyse de ces comptes peuvent être prises. Voilà, indépendamment de ces différents aspects, les directions financières se doivent aussi d'être des partenaires dans le pilotage de l'entreprise. D'avoir un regard plus global et pas seulement les d'avoir chiffres. des visions, des tableaux de bord, un certain nombre d'éléments qui relèvent plus précisément habituellement du contrôle de gestion ou du pilotage de l'entreprise. Donc on travaille un peu plus en équipe en fait. Voilà, finalement. la direction financière, ce n'est pas une tour d'ivoire. La direction financière, c'est un point de passage, c'est quelque part un hub avec des informations qui arrivent, des informations économiques, parce qu'il faut des informations sur les quantités, sur les heures, pour comprendre les comptes. Et les comptes ne sont pas coupés, bien évidemment, de l'économie ni de la gestion de l'entreprise. Alors, KPMG a fait paraître il y a quelques jours une étude, un panorama finalement des PME depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Il y a un élément en particulier qui vous a marqué dans cette étude? Je dirais en fait c'est une photo extrêmement contrastée. Pourquoi? Bien, il y a des éléments très clairs, très bons, on peut les qualifier ainsi. Les PME en 10 ans ont fait preuve d'une très grande dynamique de la création. Il y a eu de multiples mesures qui ont été prises et en tout cas elles ont produit leurs effets puisque on est arrivé entre 500 et 600 000 créations de nouvelles entreprises chaque année, bien évidemment en tenant compte des auto-entrepreneurs, mais même si on exclut les auto-entrepreneurs, c'est 350 000 créations d'entreprises, ce qui nous classe devant l'Allemagne, devant l'Italie, devant le Royaume-Uni, et je crois que c'est important de le souligner. Deuxième aspect très positif finalement de ce panorama, c'est la création d'emplois. La création d'emplois en France est l'œuvre des PME essentiellement. 600 000 emplois nets sur ces 10 ans, c'est pas si mal. Malheureusement, il y a des zones beaucoup plus sombres et là, il faut parler bien évidemment de l'investissement. Elles ont diminué leurs investissements assez régulièrement pendant les 10 ans. L'international, où on a perdu des parts de marché, où on a moins d'exportateurs en France aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On est descendu en dessous des 100 000. À titre de comparaison, les Allemands ont 364 000 exportateurs et les Italiens en ont 184 000. Nous n'en avons moins de 100 000. C'est quand même quelque chose qui est le signe d'un véritable souci. C'est vrai là, on touche vraiment du doigt ce qui semble bloquer un petit peu en France. Pourquoi les PME ne grandissent pas? Elles investissent. Voilà, en fait, pour grandir, il y a deux voies principales, deux vecteurs de base. C'est l'innovation d'une part et l'international. Et dans les deux cas, il faut investir pour innover, il faut investir pour développer de l'exportation. Et malheureusement, l'international démontre que peut-être on paye la faiblesse peut-être de nos investissements, ne serait-ce que dans le domaine de la participation à des foires, à des manifestations à l'étranger, à l'ouverture de bureaux à l'étranger. Néanmoins, il y a une lueur d'espoir, en tout cas il faut le prendre comme tel, c'est l'innovation. L'innovation est la seule rubrique dans les investissements des PME qui résiste bien. Je pense qu'il faut expliquer ça dans le contexte un peu général des mesures qui ont été prises pour développer l'innovation en France, le crédit impôt recherche, le statut de la jeune entreprise innovante, les pôles de compétitivité. Voilà, on a des éléments aujourd'hui qui démontrent que lorsque les chefs d'entreprise sacrifient beaucoup de choses, ils maintiennent leurs investissements d'innovation.
Alors c'est vrai, quand on parle d'investissement, d'innovation, il faut une stratégie, il faut aussi de l'argent. Le dernier rapport de l'OCDE montrait qu'a priori, au niveau international, les PME ont plus souffert que les grands groupes de durcissement, d'octroi de crédit. Quelle est votre analyse, votre constat en France? Quelle est la situation? Oui, eh bien, l'investissement, pour se développer, il faut investir. Pour investir, il faut se financer. Le financement de l'investissement, en France, c'est à hauteur de 45% de l'autofinancement et à hauteur de 30 à 40%, c'est du crédit à moyen terme ou du crédit bail. Et bien évidemment, pour pouvoir emprunter, il faut aussi avoir une structure financière qui le permette. Et les entreprises françaises, les PME, sont relativement endettées. Et elles le sont peut-être plus que pas mal de leurs homologues européennes. De ce fait, les banques sont demandeuses finalement de peut-être un peu plus de garantie. Dans le baromètre que nous faisons sur l'accès au crédit, il y a 70% des chefs d'entreprise qui disent déclarer, observer des mesures de durcissement de la part de leurs banquiers. Alors, ça ne veut pas dire que le banquier refuse de financer, bien au contraire, les financements sont encore au rendez-vous aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y a plus de garanties qui sont demandées, peut-être plus de délais. Et ça, c'est un point d'ailleurs que les chefs d'entreprise doivent complètement intégrer dans leur stratégie de communication financière. Les directeurs financiers doivent véritablement l'avoir en tête. Il y a un contexte qui a changé, on connaît le contexte économique et financier, mais il y a aussi BAL 3. BAL 3, c'est un certain nombre de règles qui encadrent beaucoup plus les possibilités de crédit que peuvent offrir les banques. Et bien pour ça, les entreprises dont le risque est mesuré de façon individualisée dans le cadre des normes BAL 3, de ces normes prudentielles, se doivent de communiquer plus et surtout mieux, peut-être avec leurs banquiers, et d'anticiper à la fois leurs projets et peut-être leurs difficultés lorsque ils les sentent venir. Merci beaucoup pour ces analyses. Merci. En tout cas. Merci à vous.